Bien, vous l'aurez compris, on est reparti. Nous revoilà donc bien pour Carte Histoire, votre émission pour préparer donc cette phase de distanciel. On était sur la partie géographie avec donc un chapitre concernant les espaces de production dans le monde. C'était le chapitre numéro 4, donc une diversité croissante. On en était déjà bien à la dernière grande partie, donc sur la révolution numérique. On en arrive donc bien, cette fois-ci au grand C, donc la troisième et dernière sous-partie de ce chapitre qu'on va clore avec cette vidéo. Donc je reprendrai le format habituel, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo par cours. Donc on en est à 2 vidéos pour cette semaine, et on aura 3 vidéos pour la dernière semaine, juste après les 2 semaines de vacances. Alors pour le C, eh bien, on a pour titre de nouveaux enjeux économiques et géopolitiques. Et pour démarrer cette partie, je vais m'intéresser donc à une vidéo que nous allons voir donc ensemble sur les GAFAM, qui sont des géants de la pollution. C'est une vidéo qui a été faite par France TV il y a quelques semaines, en 2021. Et qui concerne donc la question des GAFAM, qui va être expliquée dans cette vidéo, et les enjeux qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce sujet. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je reviens après. Ah, il est couillon, ce Michel. Bon, je te laisse, je vais poser ça en B7. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Aujourd'hui, on va parler de la pollution numérique. Qu'est-ce que c'est que la pollution numérique? Très bonne question, ça, Romuald. La pollution numérique, c'est par exemple l'impact qu'ont eu les 10 séries Netflix que tu as terminées durant le confinement. Hein, elles t'ont pas fait seulement mal au cou. Bah si, ça fait mal au cou. Quand par exemple t'es dans ton lit en train de regarder des séries Avec le menton collé sur le torse comme ça, on connaît tous cette douleur. bon, bah ça fait aussi mal à la planète. Et je vais t'expliquer pourquoi avec une urbaniste spécialiste environnementale du numérique. Ouais, je te jure que ça existe. Nous, en tant qu'individu, on consomme par jour en numérique, ça équivaut à un radiateur de 1000 watts allumé pendant 8 heures. Donc c'est comme si on se chauffait nous-mêmes 2 fois. Il y aura aussi un expert indépendant du numérique responsable. Et mon boulot au quotidien, c'est d'enlever du numérique. Partout où on peut en enlever. Et enfin, on aura Émilie, une employée d'Amazon. Yeah, I was fired. Pardon, autant pour moi, une ancienne employée d'Amazon. Allez, bienvenue dans le Too Late Show, l'émission qui t'explique pourquoi c'est trop tard, ou pas. Le numérique consomme entre 5 et 10% de l'électricité mondiale. Si Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité de notre planète. Il faut savoir que la moindre petite chose que l'on fait sur Internet consomme de l'énergie. Il faut bien conserver toutes nos données, nos photos et nos petits dossiers secrets, on en a tous. Eh bien, les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qu'on appelle également les GAFAM, accumulent toutes ces données dans le nuage, le cloud. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un nuage. On n'est pas vraiment sur un cumulonimbus. Ça s'appelle un data center. Et je peux vous dire que le ciel, il est bien couvert. Parce qu'il y en a 4674 dans le monde, implantés dans 125 pays différents. Et il y en aura de plus en plus, car le volume de nos données est colossal. J'essaie de télécharger mes données Facebook pour m'en rendre compte. On les a pas imprimées parce que ça ferait beaucoup trop de pages et que c'est pas très écolo. Mais en feuille de papier, ça donnerait ça. Imaginez un peu si vous ajoutez à cela toutes vos données Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube ou TikTok. Vous multipliez par le nombre d'utilisateurs sur la planète, vous imaginez la quantité de données à conserver? Et ce n'est pas terminé. Pour être vraiment sûr de ne pas perdre vos données, les GAFAM les copient 2 ou 3 fois dans des data centers différents. Ces data centers sont allumés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors forcément, ils consomment énormément d'électricité. Selon un rapport officiel de la région Île-de-France, un data center de 10 000 m² a besoin d'une puissance de 20 MW. 20 MW, c'est ce que consomme une ville de 50 000 habitants. Et encore, 10 000 m², c'est la taille des plus gros data centers français. Mais aux États-Unis, ils peuvent aller jusqu'à 100 000 m². Pendant le fonctionnement du data center, les serveurs chauffent énormément. Donc une des grosses raisons en fait de cette consommation électrique des data centers, c'est le refroidissement. Et pour ce refroidissement, il faut non seulement de l'électricité, mais aussi souvent de l'eau. Mais parfois, c'est juste l'eau potable d'une commune. Déjà, qu'on ait de l'eau potable dans nos chiottes, moi ça me choquait, mais là...
Les géants du net investissent des milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Ils ont même promis d'atteindre 100% d'énergie renouvelable pour alimenter leurs data centers et leurs bureaux. Apple est même devenu le premier opérateur solaire privé aux États-Unis. Google s'y est mis aussi en investissant des milliards dans les projets solaires et éoliens. Grâce à leurs initiatives d'énergie renouvelable, les GAFAM assurent qu'ils améliorent leur impact écologique. Ça n'est pas du tout parce que c'est renouvelable que c'est écolo. C'est juste qu'ils sont en train de mettre en place des moyens pour garantir qu'à moyen et long terme, le coût de l'électricité qu'ils consomment restera stable, voire diminuera. Mais il y a un enjeu économique, évidemment, qui est prédominant dans leur démarche. Surtout qu'en plus de leur consommation, les data centers sont truffés de microprocesseurs. Et la fabrication d'un machin comme ça, tu te doutes bien que c'est pas du commerce équitable. Donc en fait, cette phase de production du matériel, elle est extrêmement polluante et extrêmement émettrice de gaz à effet de serre également. Il faut extraire des minerais rares au Brésil, au Congo, en Chine, en défonçant l'environnement local et en utilisant des produits que tu n'oserais même pas imaginer. Bref, les data centers, c'est pourri pour l'environnement, ça tu l'as compris. On a plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre qui sont du côté des utilisateurs. Et donc oui, plus on a de data centers qui fournissent différents services, plus on utilise ces services, mais l'empreinte reste quand même fortement concentrée du côté des utilisateurs. En fait, le gros problème de la pollution numérique, ce sont nos appareils numériques eux-mêmes, et le fait qu'on en ait de plus en plus. En France, nous possédons entre 11 et 15 appareils connectés par personne. Appareils qui, comme les data centers, polluent beaucoup pendant leur phase de consommation, mais surtout de fabrication, puisqu'ils sont composés de métaux rares eux aussi. Ils épuisent ce que l'on appelle le stock abiotique. Il y a vraiment une part d'irresponsabilité des GAFAM à continuer sur ce modèle illimité, alors qu'on sait que le numérique contribue de façon vraiment conséquente à l'épuisement des ressources abiotiques. Donc pour moi, il y a vraiment un discours qui est très ambivalent de la part des GAFAM, où d'un autre côté, effectivement, ils font leur part, 100% renouvelable, etc., mais qui est une part qui est toute petite par rapport aux impacts qu'ils rajoutent en nous proposant des modèles illimités, en nous laissant croire que le monde de demain sera forcément un monde très numérique, très illimité. Quoi qu'il en soit, les GAFAM ont bien compris qu'ils allaient devoir faire des efforts sur l'écologie. Prenons Amazon, l'entreprise de Jeff Bezos. L'asticot, c'est l'homme le plus riche du monde. Il va consacrer 10 milliards de dollars, soit 7,7% de sa fortune personnelle, à un fonds pour la Terre. Après, je te rassure, avec les 92,3% restants, il va continuer de détruire la planète. He was getting a massive amount of criticism from the media and from workers asking for climate leadership. And to sort of quell that criticism, he created the Climate Fund. It's a way to deflect responsibility, and that's not going to make up for the huge amount of climate impact. Il a près de 800 000 salariés et la première place sur le podium des fournisseurs de cloud avec 30% des parts de marché. Amazon est aussi une des entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre de la planète. En 2019, le mastodonte a émis près de 56 mégatonnes d'équivalent CO2 de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des émissions du Portugal. And so we had been warned in the fall about speaking up about the company's climate impact and Amazon's business with oil and gas companies, because Amazon is really in bed with oil and gas companies, using its artificial intelligence technology to help them more efficiently take oil and gas out of the ground. Jeff, all we need is your leadership. Will you ignore the most important opportunity we've ever had to take bold climate leadership when it mattered more than anything has ever mattered? There have been dozens of us that have spoken to the media. Et puis au bout d'un an, allez, et gna gna gna, Amazon détruit la planète, et gna gna gna, Amazon il est pas gentil avec ses employés. Le Jeff, il en a eu plein le cul, il a dit allez, ça dégage. Vous me la mettez dans un carton avec un peu de papier bulle, elle prend le premier drone pour rentrer chez elle et elle remet plus les pieds ici. Le gars a beau avoir un nom de famille qui veut dire bisous au pluriel, il est pas là pour les câlins. Nous avons demandé à Amazon si ses employés étaient libres de s'exprimer sur sa politique environnementale, et voici leur réponse. En janvier 2020, Microsoft, eux, ils ont carrément annoncé un bilan carbone neutre d'ici 2030 en y incluant les émissions de leurs fournisseurs. Et la même semaine, et là, tenez-vous bien parce que niveau foutage de gueule, c'est très fort, ils sponsorisaient une conférence où les plus grandes compagnies pétrolières se réunissaient pour chercher comment les technologies peuvent les aider à niquer encore plus la planète, à trouver plus de pétrole, pardon. We wish to welcome you
to the very first IPTC to be held in the Kingdom of Saudi Arabia. Qu'en pense l'expert? C'est le monde d'aujourd'hui. Tout le monde a de bonnes intentions pour sauver la planète et en même temps, les modèles économiques restent des modèles économiques qui sont illimités, en tout cas qui tendent vers l'illimité. Et il n'a pas tort, toutes ces entreprises, elles font avant tout du business. Si on prend l'exemple de Facebook, leur enjeu, c'est de faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible connecté derrière nos écrans pour capter le plus de données possibles personnelles pour pouvoir revendre ces données derrière. Les données sont la clé de la pub ciblée et ça pèse lourd. Et donc ça pèse lourd en données, donc en pollution, bref, t'as suivi le sujet. Si on veut réduire l'impact environnemental du numérique, il faut passer moins de temps derrière nos écrans. Il n'y a pas 36 solutions. Et le monde d'aujourd'hui, le monde économique du numérique d'aujourd'hui n'a pas envie de ça parce qu'on nous vend des besoins dont on n'a pas en fait. Déjà, je pense qu'on peut se passer de tous les objets connectés ultra perfectionnés. Il ne faut pas arrêter la 4G, il ne faut pas arrêter le cloud, il ne faut pas arrêter de vivre. On a une vie numérique, c'est super pratique. Ce qu'il faut là, c'est commencer à ralentir, utiliser les technos existantes, utiliser les smartphones existants et ne pas déclencher de nouvelles vagues technologiques. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. La 5G, ça va être quoi ? Les gens vont changer de smartphone qui était parfaitement fonctionnel, qui faisait le job en 4G, pour un smartphone 5G. C'est une technologie qui rend possible le développement du business, des objets connectés, du jeu vidéo streamé et de la vidéo HD en situation de mobilité. C'est une solution pour faire plus de business. Plutôt que d'exploiter au maximum la 4G, ce qu'on sait faire, on va accélérer l'obsolescence de milliards de smartphones. Cécile Diguet, une idée pour plus de sobriété numérique? Faire durer plus le matériel, mieux le réparer, etc. Je pense que c'est fondamental. Et je laisserai le mot de la fin à Emily Cunningham, la cadre virée d'Amazon. Businesses were going to have to adapt to models that are compliant with science. By doing those kind of things, it actually will be a much more joyful, connected existence. Bien, alors ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'on peut voir donc bien la présence des GAFAM, leur intérêt, leur enjeu, et puis bien ce qu'ils diffusent comme nouveaux enjeux grâce au numérique. Ce que vous pouvez noter d'ailleurs, c'est que ce secteur est l'objet donc lié au numérique. Donc ce secteur est l'objet d'une féroce bataille juridique, technologique, industrielle et commerciale entre les États, dans lequel la recherche et l'innovation sont au cœur des enjeux. Ce que vous pouvez d'ailleurs toujours noter, entre parenthèses en exemple, c'est que par exemple, le géant chinois Huawei, qui est le premier équipementier mondial de réseau mobile, eh bien, maîtrise la technologie de la 5G, de l'Internet donc ultra rapide. Les États-Unis ont dissuadé de nombreux alliés d'ailleurs de recourir à Huawei pour leur nouveau réseau. Et d'ailleurs, vous pouvez noter, donc, en dehors de l'exemple, que soutenu par Washington, eh bien, et là vous le mettez en rouge, les GAFA, ou GAFAM, de plus en plus, mais là on va rester sur GAFA. Donc les GAFA, eh bien, étendent leur pouvoir d'influence mondiale à de nouveaux secteurs économiques. Entre parenthèses, culture, audiovisuel et médias, la santé, les transports, le commerce en ligne, etc. Et donc pour GAFA, vous pouvez marquer en rouge que c'est l'acronyme désignant les 4 géants américains de l'Internet, fixe et mobile, que sont Google, Apple, Facebook et Amazon, parfois élargi aux GAFAM avec Microsoft. Alors, en plus de ces nouveaux enjeux, eh bien, on a un autre secteur qui est toujours lié au numérique, cette fois-ci, c'est la cybercriminalité. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la cybercriminalité, je vous laisse regarder donc cette fois-ci de nouveau une vidéo sur les gendarmes qui neutralisent les botnets, comme celui de Retadup. Donc c'est une vidéo de France 24 qui a été faite en 2019 et qui montre un exemple de cybercriminalité. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens après. Dans ce bâtiment discret de région parisienne, les gendarmes viennent de remporter une guerre inédite. Bonjour à tous. Grâce à eux, 850 000 ordinateurs piratés à travers le monde viennent d'être libérés. Les 850 000 machines qui se sont présentées au serveur n'avaient pas d'antivirus. Elles étaient trop vulnérables.
elles étaient complètement vulnérables. Les pirates avaient infiltré un serveur en région parisienne pour installer leur logiciel malveillant et attaquer le monde entier. La tour de contrôle envoie un mail vérolé ou s'introduit dans une clé USB et prend la main sur les ordinateurs. De la France, le ver informatique Retadup va notamment infecter de nombreux appareils en Amérique du Sud. Les utilisateurs ne se doutent de rien. On ne leur vole pas de données. Mais malgré eux, leur ordinateur va servir à une attaque massive. En 2017, par exemple, ils permettent de viser des hôpitaux israéliens pour récupérer des informations personnelles. Cette force de frappe est redoutable. S'il va vraiment cibler un site ou un service particulier, il va le faire tomber. Il peut faire ça sur plusieurs pays, il peut faire ça, neutraliser des petits pays très facilement. C'est des choses qui sont très dangereuses. On parle de bombes atomiques, ou je parlais de porte-avions tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est des choses qui ont une puissance de feu telle qu'il ne faut pas les laisser en liberté sur le net. Le serveur des hackers est désormais sous le contrôle des gendarmes, qui ont réussi à désinfecter à distance les appareils attaqués. Reste à arrêter les pirates, basés, eux, en Europe de l'Est. Donc, cette vidéo montre un type de cybercriminalité. On en a des beaucoup plus larges, on a d'autres facteurs, d'autres fonctionnements. Là, vous en avez un. Donc, ce que vous pouvez noter tout de suite, c'est que, bien, enfin, on a la multiplication spectaculaire des opérations de cybercriminalité liées justement au domaine du numérique. Entre parenthèses, les fraudes, les détournements, les demandes de rançon, fermez la parenthèse, qui rappellent la fragilité de ces réseaux. D'ailleurs, il n'y a pas que des petits groupes qui utilisent le numérique. Vous avez les États parfois qui, entre eux, utilisent le numérique pour obtenir des informations sur leurs voisins, qu'ils soient alliés ou ennemis. La dernière vidéo, je vous laisse regarder donc cette fois-ci les écoutes qui avaient été effectuées par la NSA, qui est donc qui fait partie du secrétariat de l'Intérieur des États-Unis, et qui avait irrité Paris, donc la France, qui avait convoqué l'ambassadeur des États-Unis. C'était donc sur France 24 en 2013. Et je vous laisse regarder la vidéo et je reviens après. Réaction vive de Paris après les nouvelles révélations d'un quotidien français sur l'espionnage américain. Sur son site internet, Le Monde dévoile un document de la NSA établissant la surveillance de plus de 70 millions de données téléphoniques en France sur une période de 3 mois. Le chef de la diplomatie française a immédiatement convoqué l'ambassadeur américain à Paris. Nous avions déjà été alertés au mois de juin et nous avions réagi fortement, mais visiblement il faut aller plus loin. Ce type de pratique entre partenaires qui portent atteinte à la vie privée est totalement inacceptable. Et il faut s'assurer très rapidement, en tout cas, qu'elles ne sont plus pratiquées. Le quotidien cite des documents dévoilés en juin par l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden. Documents sur lesquels sont décrites les techniques utilisées pour capter illégalement des échanges téléphoniques. Ainsi, entre le 24 décembre 2012 et le 7 janvier 2013, la NSA aurait intercepté en moyenne 3 millions de données téléphoniques par jour en France. Alors, cette vidéo est intéressante parce qu'elle montre bien les enjeux qui sont liés à la volonté parfois de certains États de rester hégémonique, c'est-à-dire avoir un contrôle total sur certains secteurs, notamment le numérique, parce qu'on voit que le numérique c'est véritablement une étape très importante pour les États et les industriels, et donc vous pouvez noter que la volonté hégémonique des États-Unis est aujourd'hui en débat. Ces agences de renseignement, entre parenthèses la NSA, donc la National Security Agency, la CIA ou le FBI, fermez la parenthèse, sont mises en cause par leurs activités d'espionnage des États et des firmes sur les réseaux numériques mondiaux. De même, vous avez de nombreux États européens, que vous pouvez toujours écrire, qu'on a donc de nombreux États européens, ainsi que la Chine, le Brésil ou la Russie, qui demandent à ce que la régulation d'Internet soit confiée à une nouvelle organisation de l'ONU, ce qui n'est pour l'instant pas encore le cas. Voilà pour la question de la révolution numérique, et puis d'un point de vue général, donc en conclusion, parce que la partie donc, du chapitre, la problématique était bien finalement comment le système productif se recompose-t-il, vous pouvez noter que ce système productif se recompose en fonction des enjeux, des nouveaux enjeux qu'on peut avoir concernant la production mondiale,
mais aussi des acteurs qui ont des stratégies qui modifient véritablement donc, la production au point de vue mondial, et d'un point de vue général, la mondialisation. Voilà, on a fini avec ce chapitre, ce qui fait que la prochaine vidéo, nous basculerons sur la partie histoire. Nous reviendrons donc avec une nouvelle thématique. Je vous en parle donc la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, et puis donc on se retrouve jeudi.